Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine républicain 10-12, le Zénith de ce 17 janvier 2019. Nous sommes jeudi, une pensée pour ces mots-clés qui sont repris depuis hier par la presse camerounaise. Monotonie, formalisme, réchauffé. Tout ceci pour évoquer le Conseil des ministres tenu hier au Palais de l'Unité à Yaoundé par le président Paul Biya, qui a réuni enfin les ministres nommés tout récemment pour ce Conseil des ministres. On n'a pas eu de nouveauté, puisqu'on a bien vu que ce qui a été dit au cours de la communication spéciale du président Paul Biya avait déjà été dit par le passé. Donc rien de nouveau sous le soleil, on va dire. Et puis en ce 17 janvier, une pensée pour Fabien Eboussi Boulanga, qui est né le 17 janvier 1934, lui qui est décédé il y a peu et qui évidemment ce jour, on a une pensée pour lui qui a écrit ce magnifique ouvrage La crise de Muntu, ou encore l'ouvrage Christianisme sans fétiche, que je vous recommande de lire attentivement, puisque cela montre bien notre devenir, nous en tant qu'Africains, notre identité africaine. Le plateau républicain est en place comme chaque matin, les différents protagonistes sont là. D'abord vous, Batchou Charlamel, Monsieur Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour particulier à Monsieur Tonin, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Monsieur le délégué, alors que les commerçants des marchés central et Congo se posent tant et tant de questions sur la situation, on annonce la casse du marché New Deido. Destruction, reconstruction. Seulement, des sbires montent tout un tas de faux dossiers en vos noms et personnes. Dites-nous, monsieur le délégué, qu'est-ce qui en retourne sur cette fameuse casse du marché New Deido, alors que vous n'avez pas encore rempli et fini de remplir vos différents cahiers de charges dans les marchés, au niveau des marchés centrales et marché Congo. Bonjour à vous. Monsieur Batchou Charlamel, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 dans le cadre de la colère. Et désormais, vous n'êtes pas le seul en colère. Tous les Camerounais sont en colère, pour reprendre évidemment cette célèbre phrase qui passe en boucle sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour, il faut aussi merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Alors, avis aux consommateurs d'alcool, le prix de la bière ne change pas. Vous vous souvenez, sur la toile, les réseaux sociaux ont bouillonné justement sur le prix, l'augmentation, oui, l'augmentation du prix de la bière, soit un montant de 200 francs, dans le CISA à 800 francs. En tout cas, c'est à l'issue d'une concertation entre le ministère du Commerce justement et les responsables de l'agroalimentaire et autres. Il y a pas mal de prix qui sont revus. On va parler également du poisson, de la farine, des huiles végétales. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux et pas mal d'informations en complément qui font le buzz sur la toile. Oui. Alors, pour revenir sur cette information et dire que c'est la conséquence de la loi de finances 2019 qui a donc acté ces droits d'assises imposés sur certains produits d'importation au Cameroun, et évidemment la bière va subir ce coup. Pour l'instant, le gouvernement a tablé pour une hausse de 50 francs CFA, mais les brasseurs semblent ne pas être d'accord avec ça. Donc les négociations continuent. On verra très bien à quel niveau ils vont s'arrêter, si ce sera les 50 francs CFA du gouvernement ou ce sera le chiffre de 100 francs CFA qui est actuellement communément accepté de part et d'autre des parties prenantes à ces négociations. Donc Florazé, le rendez-vous c'est connu, ce sera à 11h05. Il n'y aura pas de glissement d'heure pour le coup. Même pas de minutes. Alors, également sur le plateau ce matin, vous, Jean-Paul Chouniat, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour à nos millions de téléspectateurs et bonjour à tout le plateau. Et donc on va, madame, monsieur, vous demander de bien vous installer pour qu'on puisse évidemment s'asseoir
et commencer les discussions, les échanges, décryptages et autres analyses sur ce plateau. Et on va commencer par le premier arrêt de ce programme. Il s'agit de l'histoire du jour de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Une femme en danger. SOS au service social. SOS au collectif des avocats du Cameroun. Je vais toujours vous prononcer. SOS à tous les magistrats et procureurs. SOS à tous les commissaires. Aider une femme en danger. La femme a pleuré, coulé ses larmes. Que voilà mon mariage qui finit. Que vais-je faire? Aidez-moi. Aidez-la messagement, financièrement, passant par moi, moralement ou encore physiquement. Que s'est-il passé avec Madame Martine? Elle dit qu'à cause de son bon cœur, son mariage va boler. Elle me dit, Tendance, je le fais parce que j'ai un bon cœur, sans arrière-pensée. Je suis tellement sensible. Si j'ai la possibilité d'aider ou encore de donner, pourquoi ne pas le faire? Massa, il y a les choses qui se passent dans le foyer ici dehors. Voilà une femme qui dit qu'à cause de sa gentillesse, son mariage va finir. Elle a l'habitude de préparer, parce que je l'ai écouté hier, j'ai écouté son époux. C'est une dame qui travaille dans une société de la place. Sa société, c'est à Bonabéry. Et au bureau, elle a son du pote, qui est son collègue de service. Oui. Dans les services, il y a tous les clans. Ou encore, chacun a sa personne. Tout le monde sait ça. Elle a son du pote au bureau. Chaque fois qu'elle prépare, elle retire un peu, elle met dans les gamelles, les bols, pour venir lui donner. Donc, elle garde un peu à son collègue. C'est hier que la vérité a triomphé. Parce que monsieur a dit, si ce n'est qu'avec ton collègue que tu vas me tromper, c'est que je me l'empête. Il est temps que tu me libères pour aller vivre avec lui. Est-ce que ces mamites sont percées? Je vais t'expliquer, Charlie. Est-ce que les mamies de ton collègue sont percées? Est-ce qu'il n'a pas de femme? Est-ce qu'il ne peut pas acheter un plat de nourriture dans un restaurant? Comment monsieur a su? Je réponds à ta question, Charlemagne. Il a su comment? Hier, il a pris le téléphone de madame. Il voulait appeler sa mère parce qu'il y a le jackboy qui fait les ravages. Et comme c'est mamie jackboy, elle a toujours l'habitude d'avoir le jackboy. Hier, la mère de monsieur l'a bipé. Il voulait donc appeler sa mère. Il a demandé à son épouse si elle a le jackboy. Elle a dit, bébé, j'ai le jackboy. Le monsieur a pris le téléphone. Au moment de chercher le numéro de sa mère, un message est arrivé. Et le message, c'était que, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. L'autre jour, tu as préparé le condor de chèvre. C'était très bon. Avant-hier, tu as fait le repas avec la sauce blanche. J'ai aimé. Pardon, maman. Le jour que tu ne peux pas encore les différents mets là, garde-moi un peu. Monsieur est devenu fou. Il dit que maman, donc je te rationne. Tu retires pour aller donner aux gens. Elle dit que non, bé. Je donne juste à mon collègue qui est mon pote. En plus, il est même d'abord très gentil. Monsieur a mal pris. Donc il dit que son collègue là, c'est son chaud. Qui ne veut même pas entendre parler de ça. Alors, si la dame est en train de réfléchir, elle ne sait pas comment faire. Elle dit que non, elle donne ça aux arrière-pensées, que monsieur ne doit pas croire qu'elle donne parce que c'est l'amour, elle donne parce qu'elle est gentille, parce que son collègue est posé, respectueux. Est-ce qu'on doit apporter à manger à son collègue au bureau? Si on s'entend bien. Pour moi, oui, pourquoi pas? Est-ce que monsieur a le droit de est-ce que c'est de son droit de dire à madame de ne pas apporter à manger au bureau? Point d'interrogation. Parce que le monsieur a dit que chaque fois qu'elle met l'entude dans les gamelles, lui, dans sa tête, il croyait que non, sa femme veut faire les économies pour ne pas dépenser au restaurant à midi. Alors que non, elle partait donner à son show. Monsieur dit que son collègue, là, que c'est son show, que c'est suspect. Si c'est vous, vous allez faire comment? Est-ce que vous avez donné à manger à vos collègues au bureau? Collègues hommes ou encore garçons. Je mélange tout ça. Voilà. C'est bon, Eric, tu continues et je vous reviens.
Je vous viens à dire come, I'm coming. C'est ça l'anglais, non? I'm coming. Je cause l'anglais, je cause le français. Le Cameroun est bilingue. I'm coming. Que j'arrive. Alors, l'histoire de ce matin, madame, messieurs, va faire grincer les dents à quelques-uns. Parce que ça nous plonge dans un milieu professionnel, mais également les interrelations qu'on pourrait trouver entre ce milieu professionnel et le couple à la maison, le foyer, surtout pour les personnes mariées. Et donc, on a ici un cas flagrant de relations entre collègues, de relations très poussées entre collègues, puisque dans une entreprise, il y a des gens qui parviennent à tisser des affinités fortes. Et donc, on va mesurer le degré d'intensité de cela à travers les actes que l'on fait l'un envers l'autre. Et pour le cas d'espèce, le cas qui nous préoccupe ce matin, il s'agit bien d'une femme qui a trouvé juste et bon de ramener à manger à un collègue qui est par ailleurs un ami qui lui est cher visiblement. Donc peut-être que ce collègue-là, il est célibataire, peut-être que ce collègue-là, il est dans une situation d'indigence, peut-être qu'il n'est pas très à l'aise lui aussi, peut-être on peut ouvrir les champs des peut-être indéfiniment à l'infini, qu'on ne pourra pas jusque-là sortir le fin mot de la réaction de son époux qui, lui, ayant intercepté un message qui prouve bien que cette femme donne à manger à son collègue, donc trouve que c'est un tout petit peu quand même suspect. Vous savez, une femme qui vous nourrit est une femme qui vous aime, dit-on souvent. En tout cas, on verra très bien quelles sont les positions sur ce plateau. On va commencer par vous, Jean-Paul Chouniat. Comment vous réagissez à ce que le mari oppose à la dame comme réponse? Ce que le mari oppose à la dame comme réponse, la première chose, c'est que c'est de son droit de suspecter sa femme. Je ne connais pas cette femme-là pour dire que non, il n'a pas de raison de la suspecter. Mais maintenant, il suspecte sa femme. Faudrait-il encore qu'il ait des éléments qui lui permettent de confirmer que le collègue en question est effectivement le concubin de son épouse. Oui, l'amant. Oui, voilà, l'amant de son épouse. Parce que voyez-vous, sur le lieu de travail, si vous regardez bien, nous passons pratiquement 8 heures et c'est souvent des moments assez difficiles et éprouvants. Oui. Donc, et en plus, on ne peut pas empêcher que des affinités et des complicités naissent sur un lieu de travail. Donc, si vous êtes par exemple dans le même bureau et qu'à chaque fois, le collègue du bureau qui est un homme, lui en allant à la pause, propose gentiment à la dame de l'amener aussi à la pause. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi. Maintenant, la dame, peut-être que tendance parlait de faire des économies, peut-être qu'elle trouve que au lieu de sortir l'argent encore à midi pour aller dépenser au restaurant, pourquoi ne pas mettre un peu de nourriture dans une gamelle et offrir en retour aux collègues sans qu'il n'y ait d'arrière-pensée. Donc, si le monsieur, peut-être que c'est ce que lui il a l'habitude de faire, que les autres femmes... oui. Vous voulez dire qu'il projette oui, sa propre, voyez-vous, sur celle du monsieur. Oui, voyez-vous, quand vous êtes habitué d'un fait, du coup, même quand les autres posent des actes similaires, votre interprétation a tendance à occulter les gestes des autres. Donc moi, je pense que... Mais est-ce que c'est commun, ça, de voir dans une entreprise deux collègues qui vont au restaurant à midi manger et tombent amoureux l'un de l'autre? Je veux dire, à un moment donné, non, monsieur Foupoussi, je veux dire quoi? Monsieur Foupoussi, je ne suis pas en train de dire... Je ne suis pas en train de dire que tous les cas se ressemblent, qui se suivent se ressemblent. Oui. Il y a des cas effectivement où deux collègues, une mariée ou deux mariés peuvent être sont sur le même lieu de travail et ils entretiennent des relations coupables. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, ça existe, mais il y a aussi des relations qui sont saines, ça il faut le reconnaître. Donc, je dis ça aussi parce que nous travaillons tous sur des lieux de travail, sur des milieux de travail, et c'est à chacun de définir la qualité de ses relations. Vous pouvez avoir une femme mariée
sur le lieu de travail qui tombe effectivement amoureuse de vous parce que vous l'aidez beaucoup, vous lui apportez beaucoup de solutions, vous la débloquez dans certaines situations professionnelles. Ça arrive parfois. Oui, ça peut arriver, mais si vous êtes... Vous la couvrez même souvent quand elle est absente ou bien lorsqu'elle est... Et ça, c'est la solidarité. Ça ne peut pas non plus, oui. ça ne peut pas non plus exister sur le lieu de travail. Mais je pense que quand vous avez un homme qui a en face de lui une femme mariée, même si la femme mariée tombe amoureuse, c'est comme ça qu'elle a été créée, elle est sensible à quelqu'un qui lui apporte un soutien ou bien qu'il est dans des moments difficiles. Parce que même dans son foyer à la maison, ça peut toujours ne pas être ça et que elle pose souvent ses problèmes au bureau à son collègue. Mais est-ce qu'au-delà de ce que le monsieur reproche à sa dame, est-ce qu'il n'a pas le sentiment que, parce qu'on sait avec les femmes souvent, lorsqu'elle est en rapport avec un collègue, elle peut se trouver à tout dire, à confier tout ce qu'elle vit dans son foyer à ce bonhomme. Mais c'est légitime. Le bonhomme devient finalement le régulateur de ce foyer-là. Et le monsieur s'est rendu compte que mais finalement, il n'est pas le gestionnaire. Peut-être même que les choix des repas... Peut-être même que le choix des repas à la maison, c'était le choix... ça c'est aller loin. S'il n'était pas tombé sur ce message, comme l'a dit Tendance, il n'aurait rien soupçonné. Or, si effectivement vous avez une dame qui joue à ce jeu-là et que vous êtes un peu vigilant, vous allez vous rendre compte sans avoir besoin forcément de tomber sur un message dans son téléphone. D'accord. Moi, c'est ce que moi je pense. Alors, Charles Hamel, je t'avoue que je m'adresse parce que Jean-Paul Chouniat semble ne pas vraiment... J'ai dit qu'il y a des cas qui existent où des personnes mariées sur un lieu de travail entretiennent des relations coupables. Et il faut reconnaître qu'il y a aussi des cas où ce sont des relations saines et sincères sans aucune arrière-pensée. Ok. Alors, Charles Hamel, vous dites quoi? Monsieur Fokoussi, hier encore sur ce plateau, c'est monsieur Jean-Paul Chouniat qui nous disait que le mensonge prend l'ascenseur et atteint rapidement le 200e étage. La vérité prend les escaliers, tout doucement, elle finit par... Vous avez retenu la... Je l'ai retenu. Vous ne l'avez pas oublié. Nous sommes dans ce cas. Oui. Monsieur Eric Fokoussi, si j'étais juré dans un tribunal et qu'on me donnait la parole, je dirais coupable. À la dame. Coupable. Avec préméditation. Monsieur Eric Fokoussi, quelle est la preuve que je t'ai emballé dans un nylon? Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Point. Fin de citation. Dans ce que tu fais pour moi, tu me dépannes, tu payes ma maison, tu m'achètes des slips pour démembrer, tu m'achètes des chaussures et tu me nourris. C'est vrai ça? C'est vrai. Attention, ça c'est la mauvaise. Monsieur El Fokoussi, c'est vrai. Comment réussissez-vous à étendre... Non, monsieur El Fokoussi, je vous ai dit, voilà comment vous appelez ça? Monsieur, le problème? La preuve, là. Oui. C'est dans un nylon emballé. Vous voulez dire quoi? Qu'une femme... Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Mais ça ne peut être que les repas qui... Deuxième chose, monsieur El Fokoussi, ce gars était un historien, un bon gigolo. Avant-hier, tu as préparé le ndolé. Ça m'a plu. J'ai aimé. Hier, tu as fait la sauce d'arachide blanc. Ça m'a plu. J'ai aimé. Demain, quand tu prépareras, pense à moi. Monsieur El Fokoussi, vous voulez me dire qu'ici, là, je dois passer par 10 chemins pour savoir que la femme, cela me trompe. Le mari même a réfléchi. Charles Hamel, je préfère t'attraper dans un de ces détails où tu dis que la femme dit, quand l'homme dit à la femme, quand tu vas préparer demain, pense à moi. Mais si ce temps est vrai que c'est son amant, il n'a pas besoin, le monsieur n'a pas besoin de lui rappeler de penser. À l'intérieur de ce message, il y a une poésie. Il y a une poésie. Vous nous ramenez à une théorie que vous avez développée ici il y a un moment, de dire que quand une femme fait la cuisine à son homme, elle y met du cœur. Du cœur. Elle y met des émotions. Il y a de la poésie. Elle y met tout ce qui peut. Voilà. Monsieur, absolument, oui. Pour nous qui avons fait la lettre, on sait que lorsqu'on dit à une femme le matin que je t'offre le myosotis, ça veut dire ne m'oublie jamais, monsieur. Il veut dire à cette femme
que sache que je vis dans tes repas. En plus de la substance charnelle que tu me donnes, je vis dans tes repas, monsieur le Fopoussi. Quelle est cette gamelle qui va être disposée? Ce monsieur a un autre invité chez lui. Parce que chaque fois qu'elle sert, elle pense à son amant. Donc, monsieur le Fopoussi, on est dans une affaire très grave. Non, mais est-ce que quand vous qui êtes un habitué des milieux professionnels, Chalamel, est-ce qu'il ne peut pas exister dans une entreprise une relation entre collègues qui soit déliée justement de ce type de paramètres amoureux? Aussi, monsieur, dès que ça commence déjà à traîner une semaine, 2 semaines, c'est plus simple. Monsieur Jean-Paul Chouna nous l'a dit tout à l'heure, dans la conversation, ça a commencé par mon mari m'énerve. Qu'a-t-il encore fait? J'ai mal dormi la nuit. Je voulais causer avec lui, il n'avait pas le temps. Le collègue dit parle, moi je vais t'écouter. C'est là où on piège les femmes. Parle, je vais t'écouter. Et c'est là qu'il commence à raconter. Est-ce que tu sais que le type là? Est-ce que tu sais que le type là? C'est là où il dit, j'ai même faim. Il a dit, ne t'inquiète pas, j'ai la gamelle. On ne peut que rire. Monsieur, j'ai ta gamelle. Et donc, en fait, bref. Donc, monsieur le Fopoussi, il y a des choses qu'une femme mariée n'est pas censée partager. La nourriture, elle peut partager aux voisins, aux enfants, les enfants du quartier, à ses copines du quartier, à ses copines, on sait que c'est comme ça. Mais un homme, monsieur le Fopoussi, gardez un homme de manière constante et permanente. Les ustensiles de cuisine, une femme n'est pas censée partager. Les affaires de monsieur, la brouette, le marteau, les clous, la pelle pêche, la pelle ronde, la pioche, tout ça. La femme n'est pas censée partager ce type de choses sans l'accord de son mari. D'accord. Le faire donc, monsieur, il faut que terminer par là. C'est tomber sous le coup de la disgrâce. Je dis à ce monsieur qui me regarde que, mon frère, tu es déjà mort. Prends encore le téléphone. Désormais, il y a des applications qu'on code. Si tu essaies d'entrer dans le message, on dit le code, laisse. Va dans la galerie, si on dit que le code, non, porte ses affaires, accompagne-la. Ok, alors, Florazé, mais ce que dit Chalamel n'est pas quand même dénué de sens. Il a tout à l'heure ici décrit un scénario où 2 collègues, une femme mariée et son collègue célibataire ou marié, discutent au bureau. Parfois, nous, souvent, ça va, j'ai vu dans des entreprises où on va pas presque au sexe, on parle des affaires de la nuit. On dit, oh, mon mari a fait ci, mon mari a fait ça. Citation de monsieur Jean-Paul Chouniadière encore. Parfois, vous vous retrouvez avec une collègue qui, à un moment donné, vous dit qu'elle ne sait même pas où sa vie part, elle n'a pas de sens. Rappelez-vous, c'est ce que monsieur Jean-Paul Chouniadière ici sur ce plateau. Qu'elle ne sait même pas là où elle part. Elle a du travail, ceci. Elle ne sait pas. Et le collègue est là, c'est son rôle, là, remonter, monsieur. Ok, donc Florazé, vous voyez que quand même, il y a matière quand même à sortir des suspicions dans ce contexte de travail quand même. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Chounat a dit ce matin. Vous passez 8 heures de temps avec des personnes avec qui forcément vous allez avoir des affinités. Eric Fopoussi. Et je dis bien qu'il y a encore des amitiés, des relations saines entre un homme et une femme. C'est-à-dire qu'il y a encore des personnes, c'est-à-dire qu'une femme qui peuvent dormir sur le même lit, sans toutefois avoir des rapports sexuels. Désolé, Chalamel, ça existe encore. Ça existe, je confirme, Florence, ça existe. Ça existe encore. Mais attendez, Eric Fopoussi, quand vous allez au restaurant avec votre collègue ou une voisine, etc. et tout, forcément, il doit avoir frottement. Non, on a affaire à un monsieur qui est jaloux, tout simplement. Moi-même, je me souviens, je viens souvent au boulot avec quelques petites baguettes et autres et tout. Je partage avec mes collègues. Ça fait de moi une femme... Hein? Et vos collègues vous avoir le message comme non, pour tout ce que tu fais pour maintenant, il est clair que chaque individu, on a toujours besoin d'un confident. Et si vous constatez que votre époux, votre partenaire, copain, autre, n'est pas, et même s'il est ouvert, totalement ouvert, vous aurez toujours besoin d'une oreille attentive à l'extérieur, qui va mieux vous écouter, mieux vous comprendre. Je dis bien, ça peut être votre collègue, ça peut être un pasteur, ça peut être n'importe qui, un psychologue et autres. Je dis, il n'y a pas un problème, Eric Fopoussi. Mais attendez, soit vous suivez votre femme, même si vous travaillez dans la même entreprise que votre épouse,
elle aura toujours certaines affinités, vous allez le constater, avec d'autres collègues. Acceptez, non. Acceptez ça. Non, Charles Hamel. Que fait votre belle-mère? Que fait votre belle famille pour ne pas vous écouter? Il faut être prêt. Il faut être prêt à se dissoudre dans la société. Et accepter les autres comme ils sont. Je dis bien qu'on a affaire à un homme qui est jaloux et à une femme qui est altruiste, c'est-à-dire qu'elle est gentille. Et elle aime la cuisine, comme moi. Elle aime bien faire des petits plats, elle aime bien partager avec les gens. Et c'est bien tombé parce qu'elle s'est liée d'amitié avec son collègue qui la comprend sur le plan sentimental, qui la comprend sur le plan professionnel et autres. Et maintenant, son petit côté, son côté positif, qui est de partager des maîtres et autres, elle joue sur ce nom. Elle joue sur ce lien. Puisqu'on parle, Charles Hamel pas de puissant, il dit une femme qui donne la nourriture à un homme et une femme infidèle. C'est faux. Je vous pose une question. C'est faux. De vous à moi, je vous pose une question. Très infidèle. Est-ce que, dans votre intime conviction, vous ne vous dites pas que ce type de relation poussée peut mettre à mal votre mariage? Et vous savez que vous pouvez vous réfléchir, dire, est-ce que cette relation que j'ai avec mon collègue, même si cette relation elle est saine, est-ce qu'elle n'est pas de nature à mettre en péril mon foyer? Non, la vérité, et faire une réflexion différente. Quand vous dites pousser jusqu'à quel niveau? Le plus souvent, quand cette dame elle est transparente. Le plus souvent, nos partenaires. Parce qu'elle a donné son téléphone à son mari qui lui met message. Le plus souvent, mon mari est censé connaître que Eric Fopoussi est un collègue que j'aime bien, avec qui on partage plein de choses ensemble. Oui! Et elle est transparente. Mais la vérité, c'est qu'on a tout simplement affaire à un homme jaloux qui doit faire un travail sur lui. Vous n'allez pas à chaque fois que votre femme est à côté d'un homme. Je suis désolé. À chaque fois que non. Charles Hamel, vous faites comment? Si ça ne peut pas passer, ce monsieur aurait envoyé un message où il aurait dit à ce monsieur collègue, aurait dit j'espère que tes problèmes avec ton mari se sont arrangés. Que l'homme n'aurait pas posé un quelqu'un. Oh, qu'est-ce que vous savez? Merci pour tout ce que... Même pas bonjour, monsieur, il faut poser. Il y a même de l'insolence dedans. Non, merci. Non, merci. C'est un détail. Dans son message, il n'est pas censé. Monsieur, il n'est pas censé être lui papa. Monsieur, il faut pousser. Allez-y. Là, je ne lui remets même plus ce téléphone parce que c'est le mobile. Je porte plainte. Il faut qu'il me justifie. Comment tout est-ce que ma femme fait? Tout ce que ma femme fait pour lui. Il faut que je sache ce que ma femme. À moins que c'est un autre employé que je connais. Oui, c'est un peu paradoxe parce que justement, hier on était ici avec un homme qui lui prend celui de payer un appartement, de blanchir, de nourrir une femme. Et on a non, je dis bien ceci. Dans nos relations amicales, et j'ai toujours dit qu'on peut avoir des affinités, vous parlez de pousser, oui, avec des collègues, des personnes avec qui on passe pratiquement toute la vie. C'est-à-dire qu'on a 8 ans, on voyage ensemble. Hein, le boulot nous amène à voyager ensemble, à être ensemble, à travailler, à rire aux éclats. Mais tout ça, c'est une autre famille en dehors de votre mariage que vous construisez à l'extérieur. Mais vous êtes mariés. C'est ça vivre en société. Vous êtes mariés. Maintenant, parce que vous êtes des personnes responsables. Et je dis bien, je ne vais pas juger les uns les autres qui flanchent. Je ne juge personne. Mais parce que vous êtes des personnes responsables, vous pouvez en parler à vos partenaires. Je suis amie avec Charles Hamel, c'est un ami, et votre mari accepte ça, parce qu'il est au-dessus de ça. Et je crois que le monsieur doit faire un travail sur lui. Vous n'allez pas suivre votre femme partout. Vous n'allez pas à chaque fois qu'elle pousse, elle échange un sourire. Moi, j'aime sourire. Je souris avec pratiquement tout le monde. Alors, vous avez piqué une crise alors tout le temps. Elle a souri au boucher. Elle a souri au colbosseur. Elle a souri à telle personne. Mais attendez. Vous nous éloignez du sujet. Il aime bien sa femme peut-être, mais il doit faire un travail sur lui et accepter que sa femme, dans son entreprise, a réussi à trouver un compagnon d'œuvre. C'est tout. Merci beaucoup. Et il va éviter les AVC. Ok. Mais oui, Charles Hamel. On va passer la parole à Tendance. Merci beaucoup. On va passer la parole à Tendance. Merci infiniment. Merci beaucoup, messieurs et dames. Ouais, vous savez, souvent vos envolées lyriques nous font plaisir. Heureusement que vous n'êtes pas marié et femme, hein, parce que là, votre couple... Alors, Tendance. Voilà un homme à problème. C'est un homme qui cherche les problèmes. Oui, il ne faut pas chercher les problèmes, là, c'est où vous cherchez. Donner à manger à son collègue change quoi? Pourquoi vous voulez toujours dessiner le diable au mur? Une femme est dans son couloir. Elle sait qu'elle est femme au foyer. Elle a la possibilité d'aider, mais tu viens mettre les cales.
Non. Non. Que les hommes arrêtent ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire faisons un peu l'inverse. On ne fait pas l'inverse. L'autre chose, on ne doit pas faire l'inverse. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que non, c'est son mari qui dit aussi que chaque matin, il passe par la boulangerie, acheter des trucs à sa collègue, elle va prendre sa commande. Non. On ne fait pas l'inverse sur l'autre aussi. On a affaire à une femme au grand cœur. Une femme qui aide, qui sait partager, qui connaît ce qu'on appelle l'amour du prochain. Oui. Et dans chaque bureau, chacun a sa personne. Moi-même, j'ai mon complice ici au bureau. Il connaît ma maison. Quand je vois le riz avec la sauce d'arachide, il est le premier à venir manger. Voilà. Le macaron à la fin avec le poulet, il mange. Non, lui, ton mot n'est pas là, chou. Et si je tombe demain, c'est mon collègue. Je sais qu'il me regarde. Il sait donc désormais qu'il vient manger. Il sait que je suis vrai. Demain, si je tombe au bureau, mon collègue sera le premier à me secourir. Tout à fait. Avant que lui ne demande le visa pour arriver au Cameroun. Imagine un peu, chaque jour, je vais au bureau, par exemple, on a commencé la village avant qu'il arrive. Imaginons un peu, prenons le cas de l'Europe, du pays où il est. Alors, on a peur que le train vient de tomber. Non, tu dis là, rien ne peut justifier ma chérie, il peut être en Europe, on l'a beau dire que voilà un train qui s'est écroulé. Le temps d'aller demander le visa pour dire que, ouais, comme vous voyez là, madame, si je meurs, alors que mon collègue est proche, il est collé à moi. Si je tombe, il va me porter, commencer à prendre les premiers soins. Commencer à faire les premiers soins. Parce que je connais le genre d'homme là. Je sais que c'était toi, tu allais faire quelque chose. Et vous croyez que tout le monde est comme vous. Non, toutes les femmes ne sont pas comme vous. Ce que vous avez dans la tête là, toutes les femmes n'ont pas ça. Parce qu'on sait qu'on ne passe pas là, c'est où nos époux passent. Parfois tu vois une fille, non, Flora, sans insulter. Je ne vous insulte pas, maman, pardon. Je ne dois pas m'insulter les gens. Si tu vois une fille, ne la dénigre jamais. Parfois, dans un quartier, tu vois une fille, tu dis que la fille, c'est laide jusqu'à. D'abord, qu'on n'insulte pas les gens. Excusez-moi, les gros mots là, c'est pas bon. Pourtant, c'est là-bas que ton mari meurt. Tu vas dire qu'elle ne s'habille même pas bien, elle encore ça. Alors que ton mari meurt que là-bas. On ne passe pas, c'est où le mari passe. Oui, tu vois une fille là, tu dis que je ne sais pas quand est-ce que la fille va être propre. Une belle fille, peut-être, se néglige. Alors que chaque jour, ton mari part monter la garde, donc il peut veiller devant sa porte. Il peut me dire que maman, pardon, ne dis pas madame, tu sais que tu es tout pour moi. Donc dans la vie, on n'insulte pas. Si vous pouvez aider, aidez. Que l'homme là reste tranquille. Si tu n'as rien à dire, mon beau, va t'asseoir, va tu prends tes une. D'accord. Va t'asseoir, tu prends tes une. D'accord, c'est bon. On a plus de temps, Jean. Je voulais juste dire. Non, c'est terminé. Juste un mot. Ok, juste un mot, d'accord, Jean-Paul. Oui, je voulais simplement dire que on a aussi des cas où la relation est tellement sincère que le collègue fait la connaissance du mari, il leur rend même visite et quand il met du temps sans y passer, c'est le mari qui demande que mais ton collègue il nous a pas rendu visite depuis. Donc ça existe. Voilà. Et c'est beaucoup mieux comme ça pour faire taire toute C'est ça que je dis que ça existe. Même en place, c'est qu'elle fait le chat, il aime bien le parfois même les deux époux se connaissent. Oui, ils se connaissent. Et ça devient une grande famille. On va lire quelques messages, Florazé, dans la de nos téléspectateurs. Il y avait les gens. Lui ne sait le jour ni l'heure. Alors, vais-je pouvoir lire les SMS qui sont à moi adressés? Alors, cette femme est de mauvaise, elle est mauvaise, elle n'aime pas son mari, elle aime cet homme et l'homme en profite d'elle. Oh là là. C'est une femme ou un homme? Ça, je ne sais pas, le message n'est pas signé malheureusement, mais il y a des femmes aussi qui... Alors, Ousmane a réagi. Ousmane réagit de Moura. Je crois que la femme aurait dû prévenir son mari avant de se lancer dans cette charité dont l'homme a pleinement raison. Autre réaction, là, on peut donner à on peut donner à manger à son collègue, mais que cela ne devienne pas une charge au point où son foyer soit risqué. Le mari a raison de se sentir en danger, que l'appétit vienne, parce que l'appétit vient en mangeant, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Si lui-même n'est pas un danger quelque part aussi. Ailleurs. Ouais. La confiance n'exclut pas la méfiance. Pourquoi n'a-t-elle jamais parlé de son collègue à son mari? Je pense qu'elle en fait un peu trop. Ouais, voilà, c'est Anne qui réagit à Yaoundé. C'est bien que ce soit une femme qui dise ça.
Un dernier message. Voilà, que son époux arrête cette jalousie. Elle aurait trompé depuis fort longtemps. C'est Joël qui réagit ce matin. Maman, verrouille ton téléphone. Ce n'est pas elle qui a montré le téléphone à son mari. C'est le mari qui a surpris le message. Il a intercepté un message. Voilà. Il ne fouillait pas. Il appelait sa maman, il voulait échanger avec sa maman. Et c'est alors que le message a sonné dans une fenêtre. Il a parcouru. Est-ce qu'il était obligé de regarder le message? D'accord. Tu n'es pas obligé de regarder le message, c'est pas ton téléphone. Merci beaucoup. Et même Merci beaucoup. On va donc avancer dans ce programme ce matin, madame, monsieur. Merci infiniment de nous rester fidèles. Voici la colère de tous les Camerounais. Je m'interroge ce jour sur la question des déchets industriels au Cameroun. Je m'interroge sur la mauvaise gestion des déchets industriels dans ce pays. Qu'est devenu en passant le rapport des États généraux de l'environnement qui se sont tenus du 24 au 28 octobre 2011 à Yaoundé? Quel est le rôle de la MAGSI, mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, qui a la charge d'installer les entreprises industrielles dans ce pays? Où est-ce que sont rejetés les déchets industriels dans ce pays? Comment sont traités finalement les déchets industriels? Y a-t-il une zone spécifique où l'on traite les déchets industriels? Je m'interroge. Pourquoi la nature est-elle à ce jour le réceptacle par excellence des rejets industriels? Bepanda, Bao, Lokbaba, PK31-37, Mongo, Bamono à Montant. Rappelez-vous des scandales écologiques de Kapa, de la carrière de Bonewake à Bonamouang, les produits pétroliers déversés en plein milieu des maisons d'habitation à Sodiko, les cendres toxiques de la zone industrielle de Bassa, Lokbessou, Minkwele, Bepanda, Bao. Dossier classé sans aucune condamnation avec les délinquants environnementaux qui se baladent dans nos rues avec de grosses prados. La ville de Douala, pour parler d'elle, croule sous le poids d'une pollution aggravée et aggravante. Comment comprendre le fait que les déchets industriels soient rejetés dans le milieu naturel sans aucun traitement préalable? Passez tout autour de certaines formations sanitaires, vous verrez des bistouris, vous verrez des injections, vous verrez, permettez-moi, des seringues abandonnées, jetées, des bras même amputés dans des poubelles. Comment comprendre le fait que la majeure partie d'entre elles ne fassent pas l'objet d'un pré-traitement de la part des industriels avant d'être rejetées dans les réseaux de collecte? Comment comprendre cette manipulation à ciel ouvert de produits dangereux et toxiques dans la ville de Douala? Comment comprendre l'inertie du ministère de l'Environnement face à l'impact négatif des industries sur l'environnement et sur la société? Comment comprendre que la multiplicité de zones industrielles dans une ville comme Douala ne cesse de grandir? Comment comprendre le fait que les zones industrielles soient investies par les zones d'habitat? Placez-vous au rond-point d'Eido. Prenez la mesure en entrant dans toute la zone de Deido. Vous allez vous rendre compte que les toitures là-bas ont une certaine couleur. Qu'est-ce qui donne cette couleur sur les toitures? Posez-vous des questions. Faites un tour dans la zone industrielle de Bonabéry pour comprendre que la situation est alarmante parce qu'il y a une densification des habitats dans cette zone industrielle. Comment comprendre que les rejets industriels soient essentiellement
déversés dans le milieu naturel à Douala sans aucun traitement préalable. Comment comprendre que le fait que la plupart des réseaux d'évacuation d'eau usée raccordés à des stations d'épuration mécanisées mis en place au lendemain des indépendances soient aujourd'hui non fonctionnels et les eaux usées brutes produites évacuées vers des bas-fonds? Comment comprendre qu'aucune action n'a été entreprise par les communes, mieux l'État, pour empêcher la destruction de la mangrove? Savez-vous que la quasi-totalité des stations d'épuration est depuis plus d'une décennie en panne, surchargée ou abandonnée? Voilà là où on vit. Cela entraîne dégradation de la qualité de la ressource en eau à 80%, contamination des sols entraînant détérioration, érosion et ravinement des sols, détérioration des cadres de vie. Qui peut imaginer ce que certains produits toxiques causent sur la santé des différents Camerounais? Messieurs les gouvernants, prenez la peine de protéger le bas peuple. On y est allé un peu fort en évoquant la colère de tous les Camerounais. Ça pourrait être tout au moins la colère d'une partie des Camerounais et cette partie-là pourrait être la majorité. On n'a pas d'éléments certains, mais toujours est-il que au Cameroun, nous souffrons tous de ce phénomène de la pollution de l'air. C'est un dossier important pour nous autres parce que on n'a pas encore fini de parler des ordures ménagères que les ordures donc industrielles. Ces déchets industriels préoccupent au plus haut point parce que Chalamel, en terminant sa colère, sa chronique, a évoqué clairement les conséquences sur la santé qui sont très graves. Alors, Jean-Paul Chouniat, comment en est-on arrivé là? Bon, comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là certainement parce qu'on n'a pas fait des prévisions, on n'a pas fait des prospectives, on n'a pas mis en place des mécanismes, non seulement des mécanismes permettant de prévenir ce problème ou alors de gérer tous ces déchets. Donc, moi, je pense sincèrement qu'il y a un ministère qui a été créé, ministère de l'environnement, ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, qui à une certaine époque ici avait fait la chasse aux emballages plastiques. Donc, je pense que ça relève effectivement du ressort de ce ministère. La question c'est, est-ce que ce ministère a tous les coups de franche, les moyens nécessaires pour pouvoir assurer le suivi et la mise en application de toutes ces mesures face aux entreprises quelquefois appartenant à des multinationales ou alors à des individus au groupe d'intérêt très puissants? Est-ce que les politiques publiques élaborées en la matière sont réellement mises en application et suivies? Je pense que c'est là où réside toute la question. Si on prend le problème par le bout selon lequel les déchets sont déversés dans la nature, jusque-là, on aura beau crier, ça ne va pas résoudre le problème parce que les déchets industriels, ce n'est pas des ordures ménagères que chaque citoyen peut derrière sa maison mettre enfoui dans le sol et pour que ça se transforme en compost. Donc je pense que le problème il est sérieux. D'accord. Chalamel, évidemment sur cette question des déchets industriels, c'est important d'ailleurs de relever qu'on a de nombreuses entreprises qui appartiennent à des multinationales, qui appartiennent à des personnes qui ont des parapluies et des godasses, et qu'au final, on peut aussi estimer que c'est par rapport à cela. On a le sentiment qu'il y a une impuissance de l'État face à ces gens-là, parce que il y a donc ces parapluies, ces godasses qui peuvent être actionnés pour neutraliser toute action répressive. Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que c'est des gens qui pèsent lourd. Premièrement, c'est des gens qui pèsent lourd et c'est des gens qui ne lésinent pas sur les moyens pour pouvoir négocier et tout faire en sorte qu'on les évite dans le processus de la mise en application de cette fameuse loi pollueur-payeur, M. Eric Fopoussi. Oui. Rappelons-nous du cas de Bao, où des médecins s'étaient levés pour dire les produits utilisés avaient porté atteinte sur les qualités érectiles, sur les capacités érectiles de l'homme. Pour tous les hommes qui ont respiré, ils devaient subir une faiblesse sexuelle. Pour le cas de Bao, M. Eric Fopoussi, parce qu'il y avait des composants chimiques.
Est-ce qu'on a une unité de décontamination, monsieur Rifopoussi? Quelle est cette brigade? Ou quelles sont les brigades qui travaillent dans le suivi de la qualité? Je vous prends un cas, monsieur Rifopoussi. Savez-vous qu'à Bafoussam, on a pris 1 litre d'eau dans les pourtours de la différentes savonneries, on a ramassé de l'eau, on a constaté 0,5 mg d'arsenic, 4050 mg d'huile de dioxyde, 8,1 mg d'azote et un pH de 10,7. Monsieur, très dangereux. Vous avez des populations qui consomment cela. Allez à Bonabéry, monsieur, il faut pousser. Allez à Village. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un endroit qu'on appelle le Pont Noir. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui sort dans ces eaux? Où est-ce qu'on déverse certains produits? Faites un tour dans les zones de bassin. Vous allez découvrir toutes les zones. Vous allez vous demander, mais est-ce que nous sommes dans le désert? Parce qu'on déverse des produits hautement toxiques, monsieur Rifopoussi. Savez-vous que pour ce qui est de la ville de Douala, monsieur Rifopoussi, on essaie de mesurer. On s'est rendu compte que le taux de plomb était à 80% dans la ville de Douala. Le taux de plomb. Alors, comment s'installent les produits? La ville de Douala s'étend sur 1110 km², mais elle est occupée par 210 km² qui sont habitables. Le reste des usines ont saturé. On respire comment? Je vous ai dit, placez-vous sur le pont, monsieur Rifopoussi, le pont du Bouri. Regardez tous les domiciles, les maisons, les toitures des maisons dans la zone de Deido. Vous allez voir la couleur des toitures. C'est les dépôts, monsieur Rifopoussi. Ces dépôts traduisent ce que nous respirons. Les rejets. Or, il y a des filtres. Quand vous allez en Allemagne, vous allez vous rendre compte que dans des zones hautement industrielles, il y a des filtres pour tamiser, éviter d'avoir des rejets. Dans une ville comme Munich, qui est une ville fortement industrielle, effectivement, il y a donc ces dispositifs qui sont mis en place pour lutter contre cette pollution. Alors, Florazé, on est à Douala. Vous avez été souvent le chantre de ce combat-là contre ces pollueurs et contre ce mal-être des populations. Non, et comme Chalamel l'a si bien dit, il y a un problème également de localisation. Il faut délocaliser toutes ces entreprises qui sont en plein centre-ville et autres. Je crois qu'on peut évaluer une politique dans ce sens pour essayer de décongestionner et surtout rendre l'environnement viable. Il y a tellement d'endroits, quand vous allez par exemple à Pécadis, peut-être qu'aujourd'hui ça a un tout petit peu baissé au niveau d'hygiène, c'était invivable. Et les femmes enceintes là-bas justement faisaient des accouchements avec des enfants mal formés, et justement on mettait ça, on mettait ça sur le dos de la sorcellerie et tout. Non! Et encore hier en Dokoti, en plein Dokoti, j'ai vu qu'on était en train de brûler des ordures ménagères. Voilà ce que nous inhalons avec ce en plein sang. Voilà ce que nous inhalons tous les jours. La gestion des déchets ménagers ou des déchets et autres est très dangereuse au Cameroun. On n'a fait aucune politique justement pour préserver les Camerounais. Les gens vont dire que je fais une fixation sur Dakar et le Sénégal. Il faut dire que à Dakar, il y a eu donc une décongestion de Dakar. On allait construire une autre ville pour installer les gens dans une autre bourgade près de Dakar. Et on a relié donc cette bourgade avec le train express régional de Dakar qui permet de faire en sorte que ceux qui vivent là-bas viennent au travail à Dakar et le soir rentrent. Donc, vous voyez que tout est question de planification et de mise en place d'une politique forte. Madame, monsieur, merci à vous de nous rester fidèles sur Equinox. C'est vrai que je voulais ajouter... Oui, on va revenir, Jean-Paul. À tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Ne bougez pas. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous faire confiance comme vous le faites tous les jours sur Equinox Télévision entre 10h et 12h, Equinox Télévision avec le 10-12 le Zénith. Et pour cette deuxième partie de l'émission, nous ferons dans un court instant la revue des réseaux sociaux, tous les sujets qui font commenter, qui font parler sur ces réseaux sociaux. Mais on ne parlera pas du 10 Years Challenge, rassurez-vous, ce n'est pas notre niveau. On va tout faire pour ne pas en parler puisque évidemment c'est ça qui fait, il semble-t-il, la couleur. Et Charles Abel en a été victime d'ailleurs avec une parodie de 10 Years Challenge d'ailleurs, où on vous a pris une photo il y a 25 ans. Non, c'est même pas moi, monsieur Rifopoussi, c'est même pas moi. Ah d'accord,
Je suis surpris. C'est pas moi. C'est des gens qui m'appellent, on me dit, mais est-ce que c'est la photo de toi? Je n'étais pas si affreux, monsieur, il faut pousser. Oh là là. Il y a quelqu'un qui règle ses comptes à Chanamel. Alors, quelqu'un qui a ton macabo. Donc, non, mais sincèrement, ça ne sert à rien. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils livrent des informations comme ça aux hackers. Voilà. Parce que quand vous envoyez des photos de vous il y a 10 ans sur les réseaux sociaux, ça fait que les gens vont vous traquer avec ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Voilà. Et vous verrez que si vous avez un visage un peu bizarre, vous aurez des produits cosmétiques qui vont vous faire des publicités par rapport à cela. Il y a tellement d'enjeux, vous ne comprenez pas que c'est la haute finance mondiale qui a lancé cette affaire pour mieux asseoir la consommation mondiale. Donc attention à ceux qui font ça. Il y a des risques. Il y a aussi des hackers qui peuvent évidemment vous arrêter. Il y a peut-être beaucoup de choses. Hein. Alors pour cette deuxième partie, donc on vous l'a dit, nous ne parlerons pas du Telia Saleh, nous parlerons des sujets importants pour le Cameroun. Mais avant, quelques messages Florazé avec vous. Oui, il faut pousser. Alex Djoumé réagit ce matin. Il dit pauvre étudiant de l'université de Douala avec l'entreprise qui est tout à côté. Voilà. Nous savons tous de quelle entreprise il s'agit. Il tombe de 7e avant fin Mais comme vous l'avez dit, nous avons affaire à des puissances. Non, c'est vrai qu'on a affaire à ces groupes d'intérêts qui sont extrêmement puissants. Oui. Mais je voulais dire que ce qui se pose, c'est un réel problème de sécurisation des zones industrielles. Oui. C'est soit... Charles Hamel parlait de la Maxi, il y a des zones industrielles qui ont été déterminées et donc les populations ne devraient pas s'installer là-bas, mais on a laissé les habitations prospérer et au bout du compte ça devient très compliqué, tout comme on a aussi des espaces où la population y est depuis longtemps, on vient au forceps, on fait installer par exemple une station-service, donc il y a beaucoup, le cas des stations-service, ça en parle. Oui, la norme par la loi c'est 60 mètres. Hein. Oui, c'est parce que ces maisons, je prends le cas de Bépanda, ces maisons qui sont accolées aux stations-service, mais imaginez un jour qu'il y ait une explosion, on ne le souhaite pas. Mais ça sera la catastrophe. Et des sources... Donc c'est pour dire quoi? Des forages. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les politiques publiques, ça existe, les unités de contrôle, ça existe, mais on sait comment se comportent ces unités de contrôle. Quand elles arrivent sur le terrain, au lieu de faire effectivement le travail pour lequel elles sont là, on va vous amener dans une sorte de langage, vous pousser à donner quelque chose et on ferme les yeux dessus et on passe. On passe. Donc c'est ça qui explique aussi que les questions environnementales chez nous, on prend ça aussi avec beaucoup de légèreté. Donc, et c'est important parce que tout à l'heure on citait l'exemple de Dakar pour dire que là-bas ils ont plutôt choisi, au lieu de déplacer les zones industrielles vers ça coûte beaucoup d'argent de déplacer une unité industrielle. Les populations de les indemniser et les envoyer hors de la ville, quitte à construire au besoin même, Eric Fopoussi, on peut orienter la politique des logements, des logements sociaux. C'est ce que je dis simplement que si vous regardez même dans les entreprises, il y a des services chargés d'assumer les responsabilités sociétales des entreprises. Mais je dis simplement que comme il y a des gros intérêts, et vous ne savez pas qui sont parties prenantes dans ces différentes structures, et du coup, quand celui qui est chargé donc d'assurer la veille, et imaginez-vous que vous allez quelque part, vous venez avec la bonne foi, vous êtes un agent chargé de faire respecter toutes ces dispositions. Vous arrivez quelque part et quelques minutes après, c'est votre patron. Qu'est-ce qui l'énerve encore? D'abord, il augmente le salaire sans lui dire. Donc vous... Non, mais Charles Abel a dit quelque chose de très intéressant, Charles. Il augmente le salaire de la... qui ne sont plus disponibles dans nos différentes rivières. Je vous ai dit... C'est quand même grave, ça. C'est-à-dire que... Monsieur Eric Fopoussi, faites un tour à l'Ocbessou. Vous allez vous rendre compte, vous allez vous rendre compte que le sapin ne donne plus de poissons. Cette entreprise qui est installée là-bas, qui déverse dans le... Est-ce qu'en s'installant, il y avait eu une étude d'impact environnemental? Ça, c'est allez voir, on va vous dire que ça a été fait. Ce qui est sûr,
Ce qui est sûr est que la présence des entreprises dans l'espace urbain est un sérieux problème pour la santé humaine, la santé des espèces ou alors espèces animales. Oui, les espèces animales aquatiques, ou tout au moins les espèces protégées. Même les espèces non protégées. Donc, et ça va entraîner un tarissement de la ressource. Vous savez que l'homme, l'être humain, tire aussi l'essentiel des ressources pour se nourrir dans la nature. Donc ça va entraîner un tarissement des ressources. Et voilà. Les gens au quartier, les gens des sociétés qui sont installées dans nos villes disent que c'est la population qui a trouvé la société. C'est ce que les gens disent, pas moi. Même quand c'est la population qui a trouvé la société. Même quand c'est la population, même quand c'est la population qui a trouvé la société, ça ne donne pas le droit à la société de déverser ses déchets dans la nature. Voilà. Comment? Donc par exemple, pour les déchets liquides, on neutralise tous les agents avant de déverser. Charles Amel qui tape le 7e avant Feng Barré et Sec. Je me demande comment les gens vivent de ce côté. Donc quand tu quittes le 7e pour Feng Barré et Sec, rien que les odeurs. Ce n'est pas seulement à ce niveau, c'est toute la la zone. Jusqu'à l'université. À une certaine heure, mon Dieu, vous vous posez des questions. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir gérer donc cela, monsieur Eric Fopoussi? D'accord. Alors, à Vougada, Otniel a réagi ce matin. Dans notre pays, on gère permanemment les urgences. La planification est une vue de l'esprit. Voilà donc où nous en sommes. De plus, si cadre, il y aurait des grandes entreprises qui font ce qu'elles veulent. Sinon, on sait qu'également le Tchoko existe et il nous dit c'est chaud au bois. Mais rappelez-vous ce qu'on avait vécu dans la zone comment on appelle, de Dakar, avec cette entreprise qui déversait les cendres. À peine vous vous baladez avec une belle chemise, elle commence à fumer. Vous posez la question, vous regardez, c'est pratiquement le feu. C'est les cendres qui étaient déversées comme ça à ciel matureux. Il a fallu qu'on tambourine pour qu'on essaie de revoir. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Même le cours, il y a un cours d'eau à Dakar, là, c'était pratiquement du savon qui ruisselait. Voilà. Donc, imaginez-vous, voilà comment on vit. Et puis, on a en face de nous un gouvernement qui dit, on se soucie de vous. On s'occupe de vous. Les populations n'ont rien à craindre. Les populations restent tranquilles. Entre-temps, c'est des populations qui se mêlent. Voilà. Regardez depuis. Est-ce que vous avez fait un tour à Dakar, comme il le dit? Vous allez voir les infiltrations. À des moments, l'eau est verte. À des moments, certains puits sont de l'eau verte, monsieur le proposé. Mais est-ce que les gens sont conscients désormais du danger qu'ils courent avec tout cela? Parce que c'est aussi un travail citoyen, de citoyenneté, de pouvoir savoir qu'on peut exiger des entreprises qui nous entourent une forme de responsabilité, quand même. Mais si on n'a personne qui nous écoute. Est-ce que les gens sont conscients? Monsieur Eric Fopoussi, vous avez quelqu'un qui n'a pas d'eau à boire. Vous avez quelqu'un, les robinets ne coulent pas. Il a soif. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rabat là-bas, il récupère. Il cherche une bouteille d'eau, une bouteille d'eau minérale. Il taille la bouteille. Il prend le coton, il met au-dessus. Il verse l'eau, il dit qu'il a filtré, il se met à boire. Voilà ce que les populations font pour s'en sortir. D'autres, ceux qui ont un peu plus d'argent, jettent quand même une goutte ou une micro-goutte d'eau de Javel. Ils se battent avec pour vivre, monsieur les proposés. C'est la raison pour laquelle, si il y avait véritablement des descentes des services d'hygiène, vous allez vous rendre compte que les ventres des Camerounais, c'est pourri, les poumons des Camerounais. Mais c'est Dieu qui nous garde, monsieur. Non, parfois on dit que quand l'eau là, quand tu prépares avec l'eau qui est sale, la saleté ne tue pas l'homme, tous les microbes vont au feu. C'est ce qu'on dit. Non, moi je pense que quand on parle d'eau souillée, il faut bien qu'on fasse la distinction. Il y a deux types d'eau souillée. Ça veut dire que si je suis au champ, une zone qui n'est pas du tout infectée, polluée, et que je puise l'eau dans le marigot du champ. C'est une eau certes souillée, mais je peux la filtrer de façon artisanale, puisqu'on l'a vu même à l'école primaire, on peut la filtrer de façon artisanale, éliminer des déchets qui sont en fait des déchets végétaux et pas du tout véritablement nuisibles à la santé. Mais imaginez que des déchets industriels qui infectent ou alors qui infectent le sol, infectent la nappe phréatique. Mais est-ce que vous pensez que l'eau de Javel et du coton peut éliminer
les éléments nocifs qui se trouvent dans cette eau. L'eau sera certes claire, c'est-à-dire éliminer les déchets solides, mais il y a des particules, des particules chimiques, pas du tout visibles à l'œil, voilà, et qu'on ne peut pas éliminer. Oui, tout à fait. On va lire d'autres messages cette fois-ci. Florenzo va éviter de commenter cette fois. Parce que, la gestion des déchets ménagères est une question de volonté politique. Quand les gens sont engagés à manger à tout prix et à tous les prix, c'est grave, triste. Et on ne peut qu'avoir ce type de résultat. Autre message ce matin, parlons aussi des distances entre les stations de service dans des sens. On en parlait encore ce matin. Nous dit notre cher ami. 60 mètres, c'est la distance qu'il doit avoir entre une station-service et les maisons d'habitation. Monsieur Elifo-Boussé, cette affaire n'intéresse personne parce qu'il y a même certaines personnalités qui ont construit les domiciles collés à des stations-service. Je dis collés. Sauf que le jour où il y aura une explosion, ça ne va pas épargner la maison. Mais c'est des maisons même en location qu'ils vont mettre en location. Voilà, merci. Pour cet ajout, vous faites un ajout important. Oui. Allez-y, Flora. Oui, autre réaction ce matin. Le collègue, par rapport à l'histoire du jour, le collègue de la dame en question exagère aussi. Il travaille et gagne de l'argent. Qu'est-ce qui l'empêche pas toujours, de se nourrir? Je ne suis pas d'accord, mais cette femme est beaucoup trop gentille à mon goût. C'est Samira qui réagit. D'accord, un peu trop gentil. Monsieur, il y a des personnes comme ça. Un homme connaissant les largesses de sa femme n'allait pas s'inquiéter. Je vous ai dit, merci pour tout ce que tu fais pour moi. C'est pas que le repas, monsieur. Eric, moi, je voudrais revenir sur l'aspect santé par rapport aux déchets industriels. On n'a pas suffisamment... Mais allez-y, Jean-Paul. On n'a pas suffisamment parlé de ça. Parce que l'impact ou alors l'incidence de ces déchets industriels dont on vient d'énumérer les différentes manifestations dans notre environnement, il faut souligner que quelquefois, on voit quelqu'un qui décède. Vous savez que ces déchets industriels, lorsque nous les aspirons ou nous les inspirons, ou nous subissons leurs impacts, nous ne ressentons pas ça tout de suite. Encore moins, nous n'allons pas consulter à l'hôpital pour dire vraiment, depuis quelques jours, je respire mal, ça peut être dû à quoi? On dit non, c'est un petit mal, ça va passer. Et après, un de ces 4 matins, on vous dit que tel est au coucher, en se levant le matin, il est décédé. Et on commence à réfléchir très loin, alors que en réalité, tous ces déchets, ces particules nocives, avec tous ces débris nocifs, contribuent à tuer l'être humain à petit feu. Et donc vous vous levez un matin, vous n'êtes plus, et on pense que non, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Et c'est pour ça que si vous vous rendez bien compte, chez nous, depuis quelque temps, les taux de cancer sont en élevation. Voilà, les taux de cancer sont très élevés. Déjà, la mère avait dû m'interroger toujours, même les hôpitaux, où déversent-ils leurs déchets hospitaliers? Où est-ce que les déchets hospitaliers sont déversés? Comment c'est géré? Demandez à Kentini. Bon, c'est pas le seul hôpital. Ça fait une fixation précise là-dessus. On a eu à voir les chiens à des moments se balader avec des pieds amputés. Monsieur Eric. Je dis là, on a eu à voir. Ça, ce n'est pas les chiens. On a eu à voir les chiens se balader avec des pieds amputés. On voyait des infirmiers courir pour dire arrêtez le chien, tapez le chien. Mais plusieurs fois. Ok, merci beaucoup. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux avec Florazé qui va nous dire ce qui fait parler dans ces différents médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Allez-y, Flora. Oui, Eric, il faut pousser 3 informations. En tout cas, la toute première, c'est le tout premier conseil des ministres qui fait buzz sur la toile du septennat des grandes opportunités. On en parle. Une réunion d'une vingtaine de minutes hier, 16 janvier, au palais présidentiel des ministres, je le rappelle, du nouveau septennat du président de la République, Paul Biya. On rappelle que le chef de l'État camerounais a demandé, on institué cela comme une feuille de route, collégialité, solidarité et ardeur au travail à l'équipe du Premier ministre Joseph
Djongouté. Justement, on rappelle que le dernier conseil des ministres remonte au 15 mars de l'année 2018. Le président de la République également avec alors réuni son gouvernement après ce remaniement du 2 mars, toujours de cette même année. On en parle. Certains ont appelé justement ce premier conseil comme une sorte de coaching du président de la République. Certains également se sont offusqués. Le chef de l'État n'a donné aucune consigne nouvelle quand il a rencontré ses ministres justement pour la première fois. Et déjà un nouveau gouvernement qui s'est formé le 4 janvier 2019. Alors, j'aimerais juste qu'on voit l'image que nous a montrée de cette salle qui accueillait les ministres au palais de l'unité de voilà. Vous voyez la grande photo du président de la République, la très grande photo. Alors, ça veut tout dire, hein, ça veut vraiment tout dire pour un pays comme le Cameroun. Donc, le drapeau camerounais est plus petit que l'image du chef de l'État. Le drapeau camerounais est plus miniaturisé que l'image du chef de l'État. Ça nous rappelle un peu, vous voyez la Chine, vous voyez le lien entre la Chine et les leaders qui personnalisent le pouvoir, la sacralisation du pouvoir. Donc on est vraiment dans cette machine et ça se confirme dans comment s'est passé le conseil des ministres, puisqu'on a une communication spéciale du chef de l'État. Les ministres viennent écouter et puis s'en vont. C'est pas comme ailleurs, on voit les conseils ministres où il y a des débats houleux, où quand on a adopté une mesure en conseil ministre, ça vaut application immédiate. Oui. Non, c'est vrai que vous avez fait la fixation sur la photo. Oui. Je pense que vous avez pu apercevoir la photo parce qu'elle était aussi si grande. Si elle était petite, vous n'aurez pas pu la voir. Oui, justement. Et je pense que dans le même temps, on voit souvent au boulevard du 20 mai le drapeau que l'école nationale, que l'Institut national de la jeunesse et des sports parade avec est peut-être 8 fois plus grand que l'effigie du chef de l'État qu'on... Non, mais je dis ici précisément. Oui, mais c'est pour dire que si c'était dans une logique à outrance du culte de la personnalité, même au boulevard du 20 mai, on aurait exigé... Encore que même là-bas, hein, quand vous allez au boulevard du 20 mai, il y a beaucoup d'images du chef de l'État. Hein. Oui, il y a beaucoup d'images, mais le portrait, ça n'équivaut pas pour autant à la dimension du portrait dont vous évoquez. Le portrait du drapeau national? Non, le portrait du chef de l'État dont vous évoquez. Non, mais donc, dans cette salle? Bon, ou alors vous aurez voulu que toute la salle soit bariolée du drapeau camerounais ou alors peint en vert ou jaune. Et là, la photo du président de la République... Je prends un exemple typique, je sais pas si on aura l'image. Au Capitole aux États-Unis, que ce soit le Sénat ou que ce soit la Chambre des représentants, le drapeau américain a pris la moitié de la salle. Ça veut tout dire. Le drapeau américain prend toute la moitié de la salle. Si vous vous rappelez l'image au Sénat ou bien même à la Chambre des représentants aux États-Unis. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je dis que c'est le propre de l'Afrique. Voilà, donc c'était juste pour... non, c'est pas un débat. C'était juste pour rappeler ce que disent les symboles. Bon, maintenant, après, on va revenir sur ce conseil des Eric Fopoussi, le problème que vous posez là permet de soulever le fait est-ce que les États africains étaient prêts pour la démocratie? Vous savez que nous, on a déjà été habitués dans le régime des chefs et des rois. Donc, du coup, le roi est au-dessus de tout. Mais bon, on a... Je vous promets que vous aurez l'image du Sénat américain d'ici demain ou lundi. Je ne discute pas, je n'ai pas discuté. Le drapeau américain a pris une bonne partie derrière le président. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. J'essaie simplement aussi... Revenons sur le conseil des ministres. Alors, Jean-Paul Chouillat, alors il faut dire que depuis hier, on parle de monotonie, on parle de réchauffer. Donc, c'est un conseil des ministres qui n'a rien appris à personne. C'est ce que disent la plupart des journaux ce matin. Bon, le conseil des ministres, il n'y a pas eu de nouveau. Oui. Peut-être la nouveauté dedans, c'est qu'au moins ce conseil s'est tenu après celui de mars de l'année dernière. Mais ce que je tiens à préciser, c'est une fois j'ai eu à discuter avec une autre personnalité de ce pays qui était déjà en retraite. Il m'a raconté une anecdote qui s'était passée un jour au palais de l'Unité, à savoir que la façon dont les conseils de ministres se tiennent
c'est pas toujours... C'est vrai qu'on va accuser le président de la République qu'un jour, lors d'un conseil de ministres, il y a eu un membre du gouvernement, après la communication du chef de l'État, a levé le doigt pour faire part des préoccupations qu'il avait. Et les autres autour de lui le regardaient comme s'il sortait d'une autre planète. Il ne savait pas où il se trouvait. Le président de la République lui a donné la parole, il s'est exprimé et le président de la République a donné des instructions aux différents responsables qui étaient chargés de résoudre ce problème. Donc je pense aussi que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Oui, ça veut dire que ceux qui sont nommés doivent avoir le courage d'oser. Je ne pense pas qu'un ministre au palais de l'unité, pendant que le président de la République tient son conseil, qu'il lève le doigt pour avoir la parole, je ne suis pas sûr que le président de la République refuserait de lui donner la parole. Ça, je suis sûr. Et si jamais un ministre a un jour levé la parole et le président de la République a refusé de lui donner la parole, ou il a insisté, on a refusé de lui donner la parole, on aurait fait large écho. Et donc, quand vous avez des préoccupations, laissez-moi finir. Non, je ne vous roule pas, laissez-moi finir. Sauf que, laissez-moi finir. Un conseil de ministres à l'ordre du jour. Laissez-moi finir. Oui. Laissez-moi finir. Oui. Le conseil des ministres peut avoir un ordre du jour. Si vous avez des ministres qui ne posent pas de questions, ça va se passer tel que ça se passe là. Donc, je voulais simplement indiquer que on n'a jamais coupé la tête à un ministre parce qu'au cours d'un conseil avec le président de la République, il a levé le doigt pour faire part de ses préoccupations. Je n'ai jamais entendu ça. Donc c'est la faute des ministres. Oui, d'une part, les ministres ont leurs responsabilités. Je préfère, si dans un pareil conseil, si je suis ministre, je préfère lever le doigt, quitte à ce qu'on me refuse la parole et qu'on me sanctionne parce que j'ai levé le doigt pour des goulots d'étranglement que je rencontre dans le travail. C'est ce qui s'est passé avec la CAN parce que les ministères, les différents services chargés de mettre en application la préparation de la CAN se marchaient sur les pieds. D'accord, c'est compris, Jean-Paul. Alors, Charles Hamel. Monsieur Rifopoussi, je voudrais dire que chacun sait comment il est arrivé là. Chacun sait comment il est devenu ministre. Donc chacun sait. Beaucoup là savent que le chef de l'État ne les connaît même pas. Beaucoup savent que le chef de l'État ne les connaît pas. Donc il y a quelques 6 ou 8 ministres là qui... Non, mais j'imagine un Béninois qui est devant Equinox ce matin et que vous dites qu'au Cameroun, il y a des ministres que le président ne connaît pas. Non, mais on est dans quel pays au final? Ce n'est pas moi qui on ne doit pas ériger ça. On ne doit pas ériger ça en monsieur, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je l'emprunte à ces gens qui ont toujours côtoyé la présidence. Non, mais il faut le dire pour s'en offusquer. Oui, c'est pour s'en offusquer, monsieur. Voilà, oui. Je crois que dans toute réunion, il y a ce qu'on appelle la partie d'hiver. On dit la parole est à qui veut la prendre, monsieur Rifopoussi. Oui. La parole est à qui veut la prendre. Ça veut dire le chef de l'État, vous arrivez. Oui, je vous ai vu. Félicitations à tous ceux qui viennent d'entrer. J'ai reconnu ma confiance à d'autres, ceux qui sont restés. J'attends de vous que. Et voici, la parole à qui veut la prendre, monsieur Rifopoussi. La parole. Encore que la majeure partie des ministres nommés ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Nombreux sont ceux qu'on a nommés qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Non, mais Charles Hamel, quand on vous nomme, je prends un exemple bête, quand on vous nomme ministre de la Santé publique, vraiment, et de surcroît, on vous nomme ministre de la Santé publique et que vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vraiment, c'est extrêmement grave. Et je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Vous pouvez encore parler, vous pouvez encore évoluer. Qui est chargé une cellule au cabinet de la présidence qui vous disent que vous avez à faire. La preuve, monsieur Rifopoussi, c'est le santé, la suite de santé, c'est la continuation. Donc, si les hôpitaux sont en train de se dégrader complètement, tant que la présidence de la République ne vous a pas dit de vous pencher sur le problème des hôpitaux, vous croisez les bras en attendant les instructions de la présidence de la République. La preuve, nous naviguons où? Quel ministre a pris une initiative, monsieur Jean-Paul Chouniat? Mais c'est pour ça que je vous dis donc que ceux qui sont nommés, il faut questionner leur capacité à oser. C'est de ça qu'il s'agit. Madame Ketchakoutes, attendez. Madame Ketchakoutes qui fait des descentes depuis quelque temps sur le terrain. Elle a reçu l'ordre de la continuité. Mais monsieur Jean-Paul Chouniat, vous voulez me faire comprendre que nos ministres... C'est dans l'innovation qu'on juge. Vous voulez nous faire comprendre que nos ministres... Je veux se dire, pour préciser comment fonctionne la République, je rappelle que la Constitution donne le pouvoir au président de la République de définir la politique
national qu'il confie au Premier ministre, qui par le programme économique, social, financier qu'il décline généralement en novembre devant le député, définit les grandes lignes. Très bien, très bien, très bien. Donc les ministres suivent normalement, je dis bien dans la République, normalement ce programme, ce canevas-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans le fonctionnement maintenant de nos institutions? On se rend compte que la présidence a toujours encore une part de mainmise. Et d'ailleurs, c'est la cellule de rappelez-vous, c'est ça qu'il faut dénoncer. L'interview de M. Ekoka qui disait qu'effectivement, la présidence normalement est une de stratégie et pas d'opération. Mais il se rend compte que celui qui fait la stratégie est également dans l'opération. C'est ce qui a donc permis de voir que le SGPR a pu concéder des marchés aussi. Mais monsieur Foupoussi, c'est pour ça que je dis que c'est ça qu'il faut dénoncer et non pas dire qu'un ministre ne sait pas ce qu'il a fait. Non, il ne sait pas ce qu'il a fait. Non, il sait ce qu'il a fait. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et puis tout à l'heure, vous avez évoqué le programme économique défini par le chef de l'État et présenté à l'Assemblée nationale, présenté devant le député par le Premier ministre. Ça s'est fait en novembre, vous l'avez souligné. L'administration est continue. Donc, ce programme économique a été présenté et puis les députés l'ont validé. Donc, les ministres qui sont nommés viennent mettre en implémentation cela. Ce qu'on peut par contre regretter, c'est que le président de la République peut-être n'échange pas franchement avec les ministres pour demander, par exemple, au niveau de la santé publique, le ministre qui était là, André Mamafouda, est parti. Dans quel état, depuis que vous êtes nommé, monsieur le ministre, dans quel état se trouve, à quel niveau avez-vous trouvé ce dossier sur la santé, la santé universelle? En combien de jours il aura pris connaissance? Non, mais même si... Non, il a commencé à travailler. Parce que s'il faut attendre... Les hôpitaux déjà depuis 2 jours. Donc, s'il faut attendre que tous les ministres... Attendre que tous les ministres s'imprègnent des dossiers, c'est pour dire que dans le conseil ministériel d'hier n'avait pas sa raison. Parce qu'il faut attendre que les ministres prennent connaissance de tous les dossiers. La majeure partie des ministres sont en train de discuter en réalité, avec l'ensemble des directions, essayer de voir à quel niveau sont certains dossiers. En réalité, pourquoi on est en train de débattre de ça ce matin? C'est parce que le Cameroun est une curiosité planétaire. Je rappelle qu'au Gabon, au Bénin, en Côte d'Ivoire, les conseils ministres se tiennent chaque mois et qu'en France, c'est toutes les semaines, le mercredi. La question, oui. Alors, le Cameroun a certes un conseil, un cabinet ministériel qui se passe tous les derniers jeudis du mois autour du Premier ministre à la primature, mais ça ne suffit pas parce que celui qui doit impulser, le leader, doit être le président de la République, le chef de l'État qui doit pouvoir dire aux gens, voici ce qu'on doit faire, voilà telle réponse que j'apporte à telle demande sociale. Pas dire aux gens, écoutez, proposez-moi vos affaires. Non, c'est pas... Souvenez-vous d'ailleurs, à l'époque, il y avait l'actualité sur les feuilles de route. Mais ça fait sourire beaucoup de gens. Voilà. Le premier débat, c'est mis les feuilles de route. Mais c'est lui qui doit le définir, la feuille de route. Éric Foupoussi, je vais peut-être vous surprendre. C'est vrai qu'il y a ce formalisme qu'il faut respecter. Parce que même si un président de la République ne tient pas régulièrement ses conseils de ministres et qu'il est prêt, ou alors il est proche des ministres, les canaux de communication entre le président de la République et les ministres, ce n'est pas uniquement les conseils de cabinet. Le président... Non, je veux dire... Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Comment se passent les conseils de ministres, justement, ailleurs? Ça veut dire que le ministre, par exemple, de la Santé, peut donner son avis sur une question de sport. Oui. C'est la cohésion de l'action. Il y a une grande de sport, il dit ok, mais vous dites que consulez ça, mais sachez que Monsieur Éric Foupoussi, aspect, ça fait qu'on sent qu'il y a une équipe qui travaille ensemble. Monsieur Éric Foupoussi, c'est vrai ce que vous dites. Si vous prenez un domaine comme la santé, tellement il y a des problèmes de santé que je doute fort que le ministre de la Santé publique aille s'intéresser aux questions de sport. On a des conseillers techniques, il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent sur ces dossiers. Je suis d'accord. Écoutez, je veux simplement dire quoi? Nous pouvons définir notre façon de fonctionner pourvu qu'elle soit efficace.
Ce qu'on reproche ici... donc est-elle efficace donc? Mais monsieur Eric Fokoussi, Oui. vous voulez me dire que si au Cameroun on ne tient jamais de conseil de cabinet et que... Non, il y a un conseil de cabinet chaque mois. Là, c'est bon. Non, je vais parler du conseil de ministres. Oui. Oui, je dis qu'on ne tienne pas de conseil de ministres Oui. à période voulue, comme peut-être l'estiment beaucoup de Camerounais, et que chaque jour, chaque Camerounais ressente que les lignes bougent, les choses changent. Vous ne serez pas à demander pourquoi les conseils ministériels ne se tiennent pas. Non, mais donc moi, je pense que c'est l'efficacité. Vous savez qu'en matière de gouvernance, ça ne pardonne pas. On voit tout de suite vos actions et les effets. Hein. Ça ne pardonne pas. Si vous mettez une action, on voit les effets tout de suite. Monsieur Eric Fokoussi, le dernier conseil qu'il avait pris à tenir avait duré, l'avant-dernier, en mars. avait fait avant-dernier, celui c'était de 15 minutes. Oui. Le dernier, un an c'était 7 minutes. Oui. Et celui d'hier, c'était 16 minutes. 16 Bon, 16. Oui, 16 minutes. Monsieur, Le Cameroun avait les minutes. ah oui, accordons même 40 minutes De plus 20 minutes. 20 minutes. Vous pensez qu'en 20 minutes, on peut aborder la question de 70 ministères ou 65 ministères, monsieur Jean-Paul Chouna, en 20 minutes, on peut débattre la question de 20 ministères, de 65 ministères. Sauf si... Nous avons au niveau de l'urbanisme et l'habitat. Monsieur Charles Amel Bachou, sauf si vous saviez que quand le président de la République vient tenir ce conseil de ministres, le timing est déjà prédéfini. Sauf si vous me confirmez que vous le savez. Non, mais puisque le programme, puisque l'ordre du jour est annoncé par le ministre civil, on dit qu'il y aura une communication. Malheureusement, l'ordre du jour est établi, mais il peut aussi avoir des glissements de sujets. Et un président doit poser. Merci de nous avoir amenés dans l'émission. Et un président comme mon père, là, il ne doit pas trop parler. Il ne doit pas trop parler. Lui, il n'a pas besoin de tenir les longs discours. Il ne doit pas parler. Non, honnêtement, il faut reprocher, mais je pense que l'essentiel est ailleurs. Même s'il n'y a pas une certaine fréquence dans la tenue des conseils ministériels et que chaque Camerounais ressentait que les lignes bougeaient, que les décisions étaient prises et que tout était implémenté. On n'a pas besoin de copier la France. Je dis, on n'a pas besoin de copier la France. On n'a pas besoin. Au moins la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Pourquoi on doit les copier? Je veux dire une chose quand même qui est claire et nette. Pourquoi devrons-nous les copier? Est-ce qu'il y a les résultats? Justement, c'est le problème de résultats qui se pose. Ce n'est pas forcément un problème. Qu'il y a les résultats? Bon, si le président de la République tient peut-être les conseils ministériels tous les mois, et il donne des indications, des recommandations, et qu'on ne ressent pas. Attendez. Voilà pour action immédiate. Et qu'après, on ne ressent pas ça. À quoi aurait servi donc de tenir tous ces conseils ministériels? Monsieur Eric Fokoussi, permettez-moi de vous dire dans le domaine de la santé, on a parlé des hôpitaux de référence. Les hôpitaux de référence, c'est quand on se rend compte, je vous prends juste l'hôpital de Yassa. Vous allez vous rendre compte que la partie chinoise a fini, la partie congolaise n'a même pas encore commencé. C'est dans un abandon total. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est à critiquer. Non, mais c'est ça que je dis que dans ce cabinet, c'est ce que je dis. Non, mais monsieur Jean-Paul, il faut critiquer ce qui est critiquable. critiquable. Si on arrive, un ministre est incapable de dire au chef de l'État qu'on importe tout jusqu'à l'eau salée dans les hôpitaux, on importe tout jusqu'au seringue. Un ministre. Arrêtons un peu ça. Voilà. C'est ça justement ça. En réalité, c'est ça aussi, mettre en mouvement le corps social. Je rappelle, et ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'on ne doit pas copier ailleurs, mais il est quand même clair que le Cameroun n'est pas un pays qui est né de rien. Le Cameroun est né à travers une colonisation qui a transmis le pouvoir à ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont copié ce qui les intéressait dans l'espace du colon et ont oublié ce qui pourrait aider les gens à se développer. C'est ça la vérité. On va dire au lendemain du rapport de la CONAC. Je sais au moins ça, le rapport de la CONAC. Parce que tous les principaux sièges qu'on a touchés comme avec relation avec la CONAC, ils pouvaient se pencher quand même sur ce dossier, monsieur Eric Fokoussi. Non, Jean-Paul, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se bouge. Oui, il faut non, je pense que c'est le moment qu'il dit souvent transformer les problèmes du peuple en espérance. Les ministres représentent quoi dans notre cité, dans notre État, dans notre système? Le peuple.
vous vous engagez à servir le peuple. Donc, c'est au cœur de ce type de conseil qu'on doit avoir des discussions sur le bien-être des populations. On n'a pas d'hôpitaux. Les ministres doivent oser. Il y a encore les enseignants qui se plaignent encore. Le domaine de l'éducation, Le ministre de la doit santé. oser. Non, justement, c'est dans ce type. C'est à ce moment, ce sont des moments critiques où il faut retrousser les manches et débattre des problèmes des Camerounais. Une dernière question. Non, vraiment, c'est terminé. Alors, Florence, Florence, on va prendre l'autre information ce matin. Oui, justement, les Camerounais se sont inscrits en faux quand on a commencé à aborder la question de l'augmentation de la bière. Je ne sais pas si vous êtes des consommateurs d'alcool, liqueur et autres. 600 francs à 800 francs. On rappelle que ça fait un tollé sur la toile, les réseaux sociaux. On a partagé cette question et maintenant on rappelle que les consommateurs, ou bien c'est l'une des raisons en tout cas qui a permis de rencontrer, d'organiser cette rencontre entre le patron du commerce, les opérateurs économiques du secteur agroalimentaire, plusieurs heures de débat, discussions et autres qui ont pris part également et qui ont permis de rassurer certains consommateurs. Donc le prix de la bouteille reste à 600 francs. Ça, c'est si en attendant que les sociétés brassicoles et autres présentent de nouveaux barèmes de prix au ministère du Commerce. On a également parlé des consommations, enfin des prix de vin, de liqueurs, des résolutions d'augmenter la production locale et autres. Donc, on est encore, et il faut pousser, à 600 francs. D'accord. Même si c'est... Bon, oui, on est encore, je Si vous préciser à tout le monde. vous essayez, justement, si vous essayez de monter d'augmenter les prix des biens, il y a certains Camerounais qui vont chuter. Oui, ça va monter. Parce qu'au Cameroun, ça se boit. Ne faites pas comme ça, vous mettez encore 1 franc. D'accord. Même 5 francs, c'est que... Ok, oui, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, vous vous rendez compte que nous versons tous dans une déliquescence totale. Alors qu'on sort d'un sujet où on parle des problèmes des Camerounais, des vrais problèmes des Camerounais. Mais on en fait un débat au point où c'est devenu une situation terrible sur la toile. Des problèmes de bière, monsieur Eric Fopoussi. Ça c'est beau. Non, ce qu'il faut rappeler, c'est vrai. On a eu, lorsque le ministre passait devant les députés, on a eu tout un sujet. Avec vous, tout un sujet où les députés, au lieu de se poser les questions, de poser les vraies questions, demandaient est-ce qu'on va augmenter la bière? Est-ce qu'on va augmenter la bière? Au Ghana, juste pour dire aux gens que dans un pays comme le Ghana, à Accra, on vend la bière qu'on vend ici à 600 à 1500. Ça fait que les gens ne consomment pas beaucoup. Au Cameroun, lorsqu'on parle d'augmentation, les gens se plaignent, oh, qu'est-ce que tu vas boire? Il faut augmenter, il faut décourager à la consommation d'alcool. Même si on décourage les Camerounais, on va boire des sachets. D'accord. On va terminer, Florence. Oui, Eric Fopoussi, on termine un tout petit peu en récrimination, on reste en politique avec le SDF, avec l'honorable Jean-Michel Nithieu qui maintient ses manifestations, en tout cas le SDF littoral et ses partenaires également de la société civile programment l'organisation d'une marche populaire, pacifique à partir du 20 janvier. Déjà, c'est un délai donné pour lancer les marches de protestation, je rappelle, contre l'impunité qui a prévalu après le scandale de la CAN 2019. Donc, selon la déclaration, en tout cas, on peut lire que cette manifestation a pour but de s'indigner contre les pratiques mafieuses ayant provoqué, on se souvient, le retrait humiliant de la CAN 2019, surtout de l'impunité scandaleuse. Ok, alors Chalamel, juste un commentaire rapide sur cette mobilisation que compte faire le SDF. Bon, monsieur, il faut aussi dire que moi je me pose autant de questions à ce niveau parce qu'il y a plusieurs actions qui sont engagées à cette date déjà du 26. On a une action du MRC, il y aura une action du SDF. Est-ce que la volonté, il n'y a pas cette sorte de bagarre de l'un veut dominer sur l'autre à travers les actions? Ça, c'est les premières questions qu'il faut se poser. La deuxième question, monsieur Lifop aussi, je pense que pourquoi avoir choisi la date du 26? Oh, ça tarde depuis, ça traîne depuis. C'est un sujet, il a posé, il a fait des propositions, il a même demandé, il a ouvert, je pense qu'il avait fait une demande au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de réponse. Pourquoi attendre? Monsieur Lifop, je trouve que pour moi, vraiment, c'est un dossier dont il faudrait mettre des points d'interrogation parce que le chef de l'État, dans son dernier discours, on s'attendait à ce qu'il sanctionne.
qu'il prenne des décisions, mais il a dit il n'y a eu qu'un glissement de date, les choses vont se passer. Et qu'on encourage ceux qui sont là. On vous attend avec le de Mamie Ouattara. Organisez la marche, non? On va charger les camions. Madame, monsieur, prendre interpellation de ce matin. On va aller regarder l'élément tourné par Cédric Chouna et ensuite nous reviendrons pour les commentaires sur ce plateau. Vous savez, interpellation nous permet évidemment de donner la parole à un compatriote qui va s'exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur. Donc voici l'élément et dans un court instant, nous revenons pour les commentaires en plateau. À tout de suite. Pour moi, pour une nouvelle idée, c'est... Moi, je pense qu'on peut créer des emplois en créant des entreprises et aussi avec l'appui du gouvernement. Puisque tu sais qu'ici, en Afrique, on a un système, les vieillards préfèrent parcourir toutes les étapes. Et il faut qu'ils sachent aujourd'hui que de nos jours, nous participons dans l'état moderne. Il y a des choses qui ont beaucoup changé. Il faut aussi une idée venant de la jeunesse. Et nous avons besoin aussi qu'ils nous laissent aussi cette ouverture-là. Pas totalement, mais une petite ouverture. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la nouvelle mécanique auto. Donc ça acquiert beaucoup des idées, des nouvelles technologies. Et aussi ça aussi, beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Et il y a aussi d'autres parmi nous qui le savent, mais on ne les laisse pas cette ouverture-là. Ils n'ont pas cette chance-là de pouvoir fournir les idées pour apporter un développement, quoi. Donc pour en parler, pour commenter cette interpellation, Jean-Paul Chouniat, sur ce qu'a dit l'interpellateur. Je pense que le citoyen il pose le problème de la participation du peuple dans la gestion des affaires de la cité. Je pense que c'est vrai qu'on ne va pas consulter chaque Camerounais sur les sujets qui se posent, mais le peuple a son moyen d'expression qui est effectivement le vote. C'est-à-dire qu'on a confié un mandat aux dirigeants et le moment venu, il faut bien les évaluer et leur donner rendre compte. Oui, savoir s'ils ont été à la hauteur du mandat qui leur a été confié. Ok, merci beaucoup. On va donc prendre tout de suite le festival Fomaric. À tout de suite. 25+1. Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Le festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Cantel de Bepanda pour le grand Sasaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderies, lancements et déstockage massif dans une ambiance Fomaric. Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bepanda à Douala, c'est Sasaye au Festival Fomaric avec la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric, l'ambiance des bonnes affaires. Et donc pour en parler, nous avons Adeline Adi avec nous ce matin, également Yannick. Alors bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors commençons par la première question à Adi. Quels sont les échos de la rentrée culturelle du Festival Fomaric? Alors pour le rappeler, la rentrée culturelle du Festival Fomaric a eu lieu le 12 janvier dernier, c'était à Douala-Bercy. Et nous sommes très heureux des retours parce que les gens étaient très contents et ça a eu un écho vraiment retentissant auprès de ceux qui étaient là et même de ceux qui n'étaient pas là. Nous disons merci à ceux qui ont pris du temps pour être là, notamment le délégué auprès de la communauté urbaine de Douala, tous les artistes, mais surtout le parrain de cette édition, Bendeka. Alors, sur le plateau, on a eu des vainqueurs des catégories plateau découverte et les chœurs et louanges. Alors, plateau découverte, c'est quoi? C'est une compétition qui met en scène des artistes qui aimeraient être demain comme Bendeka, comme, je sais pas moi, Grâce Deka, ainsi de suite. On leur donne un plateau où ils sont en compétition et à la fin, le gagnant a droit à la production d'un maxi single et une forte récompense.
parlant d'argent. Et également Cœur et Louange, qui est une compétition qui met en scène, on va dire une scène compétition de chorale et de chœurs gospel de la ville ou bien d'ailleurs, qui viennent ensemble, ils se livrent une bataille saine, on va dire cela comme ça, et à la fin, le gagnant a droit à la production d'un masqué single et également une enveloppe. Donc, on a eu cette année sur le même plateau Sénel, Frozen, Cœur des Amis de Jésus de la cathédrale et Sanctuary Voice. Également, les Séraphins qui ont donné un magnifique spectacle. Et à la fin, pour clôturer, le parrain a donné un magnifique spectacle. Donc, c'est une expérience que nous allons renouveler. Donc, à Yannick, on va demander de nous dire l'état d'avancement du site du Festival Fomaric. Bonjour à toi Eric, bonjour à tous les téléspectateurs du 10-12 de Zénith. Alors en ce qui concerne l'état d'avancement du site du Festival Fomaric, il faut d'abord préciser que le site en lui-même c'est le Club Camtel de Bepanda et nous y serons du 6 février au 10 mars 2019 pour vivre l'édition 25+1 du Festival Fomaric sous le thème Sassaï. En ce qui concerne l'avancement des travaux sur ce site-là, il faut dire que les travaux vont bon train et on est presque sûr que le 6 février, tout sera fini pour que les exposants, les partenaires, les festivaliers vivent un moment inoubliable parce qu'il y a de grosses innovations sur ce site. Au-delà des compétitions que Adeline a évoquées, il y aura bel et bien d'autres compétitions qui vont regrouper des jeunes. Je veux par exemple citer la compétition Miss Master qui est une compétition très prisée au Festival Fomaric où les jeunes garçons et filles ont l'opportunité de s'inscrire, tout comme la compétition Dance Game où des groupes de danse de musique urbaine vont rivaliser d'adresse sur le podium du festival. On peut également citer After School. After School, c'est cette magnifique compétition qui réunit les établissements scolaires du secondaire de la ville de Douala. Et parlant de cette compétition, l'actualité, c'est que hier, nous étions du côté du collège IESB, où nous avons vécu une compétition inoubliable avec les établissements de Douala Premier, où le collège bilingue du Levant a eu le plaisir d'arracher le trophée de ce côté-là. Et pour finir, l'une des grandes innovations du Festival Fomaric en termes de compétition, c'est les danses patrimoniales. On donnera la primeur cette année aux groupes de danse traditionnels qui vont venir faire vibrer le public du Festival Fomaric à travers de très belles prestations. Et au soir du 10 mars, le meilleur groupe de danse sera bel et bien récompensé par les mains de monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Pour toutes ces compétitions, on a l'opportunité de s'inscrire sur notre site www.festivalfomaric.com ou encore à travers les adresses qui s'affichent sur notre spot où je peux les rappeler puisqu'ils n'apparaissent pas à l'écran. C'est le 699 73 63 09 ou le 6 77 16 29 09. Voilà pour le Festival Fomaric. Ok, merci beaucoup à vous. On va tout de suite basculer avec Florazé pour prendre quelques messages que vous nous envoyez, madame, messieurs, évidemment, sur ce programme. Donc, Florazé, pour quelques messages envoyés par nos téléspectateurs. On a ces sujets qu'on a évoqués dans la revue des réseaux sociaux, mais également la coulée de Chalamel de ce matin, sans oublier l'histoire de ce matin. Allez-y, oui. Alors, l'histoire du jour, on a cette réaction. Il n'y a pas de problème à ce qu'une femme apporte à manger à son collègue. Il faudrait sortir de ces pensées puériles. Nous dit, alors, votre épouse, voilà. Autre réaction, le comportement de cette dame est à condamner par la religion, la raison et la loi et la tradition. Moi, à la place de l'homme, j'allais plutôt être dure. Hein. C'est que ça. C'est Aminatou qui réagit ce matin. Autre réaction, comment peut-on affirmer quand nomme un grand commis de l'État son cahier de charges, c'est Anuténé qui s'interroge à Boya. Autre réaction, la dame est perturbée parce qu'elle trompe déjà son mari. D'accord. Dans la mesure où si cette relation était saine, elle l'aurait en parlant à son mari. Voilà. Ok, merci. Allons maintenant chercher les nouvelles de Grand Bazar. Et donc, pour parler
ce matin, Henri Tambo, il est le responsable marketing communication de chez Grand Bazar. Bonjour. Bonjour Eric et bonjour à toute l'équipe du Zénith du 12 et bonjour particulier à tous les fans de l'équipe de la Lifan Cup. D'accord. L'équipe du dimanche qui sont qualifiés pour la finale et les vétérans City. Vous semblez sonner, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas cette forme de peintre. Trop de pression, trop de travail pour l'organisation de la finale de la Lifan Cup. D'accord. En tout cas, on en parle donc là maintenant, la finale de la Lifan Cup 2019. Oui, exactement, c'est jour J-2 aujourd'hui pour cette grande finale tant attendue entre l'équipe du dimanche qui a la cause des étudiants et les vétérans cités qui est présenté comme le pays organisateur ce samedi à partir de 14 h au stade Sikam. Venez vivre la finale d'une CAN et surtout avant cette finale ne ratez pas surtout la grande chorégraphie à l'esplanade du stade Sikam. Si vous n'avez jamais assisté à une finale dans ce genre de stade, venez découvrir ce que l'IFAN va vous produire ce samedi à 13 h. Si vous ratez le début, c'est que vous avez raté la finale de la Lifan Cup. Là, donc, les parades vont commencer à 13 h précises au stade Sikam. Nous avons mobilisé tout le monde. Il y aura plus de 4 millions de spectateurs au stade de Sikam. Nous n'en doutons pas. Les gens nous appellent de gauche à droite. Le championnat est écouté, suivi dans tout le pays. Alors, c'est ce samedi à partir de 14 h qui soulèvera le géant trophée de la Lifan Cup. On ne sait pas encore, Eric. On va également évoquer la petite finale, le match de classement, comme on le dit communément. Exactement, le match de classement ou petite finale juste avant cette finale. Le RM3 de Douala 3e va affronter le JCL, qui sont les deux équipes qui ont été éliminées en demi-finale. Ils vont s'affronter. L'enjeu de cette rencontre est donc la 3e place qui sera très très importante dans le classement. Cette 3e place qui nous permettra donc de donner un trophée au vainqueur de ce match. Dans la foulée, nous avons les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs, les meilleurs gardiens qui seront également récompensés à l'issue de la fin de la Lifan Cup ce samedi. D'accord. On va aussi dire que les stars du football et de la musique sont invités à la finale. Hein? Et oui, c'est là le volet le plus important. Les autorités administratives de la ville de Douala, les stars du football, les anciens gloires comme Alphonse Chami, Eugénie Keke, tous ces panels d'anciens gloires y seront, accompagnés et dirigés par son Excellence Albert Roger Mila lui-même, parrain de la Lifan Cup qui sera là. Nous avons invité les autorités du football comme le délégué de la Ligue régionale du football du littoral qui sera là parce que l'objectif de la Lifan Cup est d'affilier après ce tournoi une équipe de Lifan Cameroun Football Club à la FECA Foot qui va commencer en Ligue d'arrondissement et petit à petit va faire son bonhomme de chemin jusqu'à arriver en Elite One. Donc nous vous promettons, Eric, demain, je vais dire samedi au stade Sikam, une fête pas comme les autres. Cette finale sera semblable à une finale de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, qui va se jouer en Égypte, on va le dire, en 2019. Alors, on va sortir rapidement, il n'y a pas beaucoup de temps, avec les contacts du comité d'organisation. Oui, vous pouvez donc contacter le comité d'organisation de la Lifan Cup tout de suite au 655 80 24 76. 655 80 24 76. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter notre page Facebook Lifan Cameroun pour plus d'informations ou vous avez la possibilité. Merci beaucoup Henri Tambo. On va tout de suite prendre quelques championnat messages de football pour la jeunesse camerounaise en cette période de fête de fin d'année. Alors, cette dame est terrible, son comportement traduit son infidélité. Oui. Malheureusement, pour elle, le soleil a brûlé. Oh, c'est Job qui réagit. D'accord. Vous pensez à fidélité, à tout bon. Autre réaction. Hein, est-ce que la femme de ce collègue sait qu'il a une autre femme qui lui donne à manger au bureau? Est-ce qu'il est marié? Bon, enfin, on n'a pas ce détail. On ne peut pas savoir s'il est marié. Il n'est pas seul. On sait seulement que c'est une et qu'il peut avoir affinité entre marié ou pas. Elle l'aide seulement. Voilà. Okay, d'accord. L'évidence des fosses dans nos villes se déverse à ciel ouvert dans l'environnement. Les légumes, les carottes et autres sont cultivés aux environs de ces endroits.
ce que d'autres rejettent se retrouve à table sous d'autres formes. C'est Edouard qui réagit. Oui. Autre message ce matin, quand on est marié, il faut garder la distance. Hein. La répétition du don de repas n'est pas gratuite. C'est Fatima Tout qui réagit. Oh là là. Oui, surtout pour une femme qui vous fait avec, surtout pour une femme qui vous fait à manger. Oh, vous travaillez avec qui? Attendez, vous travaillez avec qui au quotidien? Oh. Aujourd'hui, les femmes font déjà des boulots. Elles sont ingénieures. Est-ce que vous savez que les femmes ont toujours beaucoup d'admiration pour les hommes qui mangent avec appétit leur repas? Bien sûr. Mais, oui. Mais c'est la preuve qu'elle cuisine bien. C'est mauvais. C'est mauvais qu'on apprécie. Quand tu as la chance d'avoir un mari qui mange bien. Mais attendez. C'est mauvais. Encore c'est mauvais. Que je vous invite chez moi. Et imaginez alors qu'elle ait préparé, par exemple, le congé de chèvre à la maison, que le mari ait mangé et fait 2-3 critiques, et qu'elle arrive le matin au boulot, le fameux collègue mange et dit que c'est très bon. Oui, parce que on sait pourquoi monsieur critique. C'est qui est bon et bon. Il cherche la bête noire. Flora a dit qu'elle-même, elle est une fille blanche. Apporte-moi à manger. Mais oui, oh non, je ne sais pas comment vous pouvez. Merci. Il n'y a que monsieur Popoussi qui peut approuver que je suis capable de le faire. Mais là, c'est une demande. Non, ne le dites pas. Là, c'est une demande. Je ne pense pas que le collègue en question avait fait une demande à cette dame. Au nom de notre inimitié, je vous demande de oui, voilà. Merci. Merci beaucoup à vous sur le plateau. Voilà, monsieur, merci infiniment à vous d'avoir été là encore ce jeudi 17 janvier 2019 avec nous sur Equinox Télévision. On se retrouve demain. Merci de rester fidèle à nos programmes. On va surtout dire que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le Cameroun.